Salut YouTube! Donc on continue cette série sur l'arithmétique dans Z et aujourd'hui nous allons voir que Z est principal, ce qui avec des mots simples veut dire que pour deux nombres A et B on peut définir leur plus grand commun diviseur, le fameux PGCD. Alors ce qui avec des mots plus compliqués se résume à tout idéal est engendré par un unique élément. Si vous voulez des précisions là-dessus, soit vous tapez idéal sur internet, soit je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Donc voilà, on est parti. Donc le fait que Z est principal, c'est notamment basé sur la notion de PGCD. Ensuite, cette notion de PGCD, elle va nous permettre de mettre en place un théorème qui est le théorème de Bézout. Et enfin, le théorème de Bézout, ça va être un outil qui nous permettra de développer le lemme de Gauss. Ces deux derniers théorèmes permettant en particulier l'étude de nombres premiers entre eux. Donc vous allez voir, c'est magnifique, cette fois-ci le PDF, et c'est un PDF, est interactif. C'est beau la technologie. Donc, notion de PGCD, on est parti. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur, mais ici, je vais faire le choix de lui donner une définition qui n'est pas celle directement d'être le plus grand commun diviseur. Je vais le définir un peu autrement. C'est une définition qui est un peu plus compliquée que ce qu'on pourrait faire pour le définir en arithmétique du coup, mais qui est plus générale car c'est ainsi que dans les anneaux principaux en général, hein, on avait dit que nos anneaux pouvaient être euclidiens et ici également principales s'ils sont euclidiens. Euh, sur les anneaux principaux en général, ce qui fait ici l'objet de cette vidéo, sauf que là c'est pas sur les anneaux en général, c'est sur Z. Sur les anneaux principaux en général, c'est comme ça qu'on va définir des PGCD. Donc c'est basé sur un lemme qui nous dit que si on a A et B qui sont dans Z, l'ensemble qu'on va noter AZ plus BZ, qui en fait est l'ensemble des combinaisons linéaires de A et B, c'est-à-dire tous les AU plus BV avec U et V dans Z, cet ensemble-là est un groupe pour l'addition, ce qui va nous permettre de définir un PGCD. Alors, en effet, on peut vérifier assez facilement que c'est un groupe pour l'addition. Je vous laisse le faire comme exercice, c'est assez facile, c'est assez intuitif, si ça se trouve vous le voyez déjà. Ça peut être bien de le gratter si vous ne vous sentez pas super à l'aise avec ça. Mais bon, les idées sont simples, hein. On voit facilement qu'on a le neutre de l'addition, c'est-à-dire 0 dedans, c'est-à-dire A fois 0 plus B fois 0. On est en train de montrer que c'est un sous-groupe de Z, là, hein, pas directement que c'est un groupe. Et, mais du coup, ça permet de dire que c'est un groupe, mais ce qui est important, c'est surtout que c'est un sous-groupe de Z. Et si on prend AU plus BV dans ce groupe, et AU' plus BV' dans ce groupe, donc appelons le premier x et le deuxième y. Si je fais x moins y, c'est bien dans ce groupe, car c'est a fois u moins u' plus b fois v moins v', hein, ce qui est bien un nombre de la forme au plus bv. Donc voilà, c'est un sous-groupe de z. Et le fait que ça soit un sous-groupe de z fait qu'il est de la forme dz avec d un entier naturel. Dz, c'est-à-dire que c'est en fait c'est l'ensemble des multiples de d. Par exemple, 2z, c'est tous les nombres pairs. Et ça, normalement, c'est un résultat du cours sur les groupes, hein, vous l'avez probablement déjà vu. Je ferai peut-être une vidéo sur les groupes plus tard qui reprendra ce résultat, mais sinon, ça, vous le cherchez sur Internet. Ça se trouve très facilement, ou vous ressortez votre cours sur les groupes, parce que normalement, en première année, c'est quelque chose qui doit être en théorie antérieure à l'arithmétique. Du coup, ce D là, c'est l'unique générateur du sous-groupe engendré par A et B. Oui, en effet, le sous-groupe pour l'addition engendrée par A et B, ben, c'est tous les nombres qui s'écrivent A plus B plus A plus B, plus B plus B plus A, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas dans quel ordre. Mais bref, c'est tout, en fait, tous les AU plus BV. Et D, c'est le générateur de le générateur positif de ce groupe, hein. Il y en a aussi un négatif, c'est moins D. Et donc ce générateur positif du groupe A plus BZ, il est appelé le plus grand commun diviseur de A et B. Voilà, c'est comme ça qu'on définit notre PGCD, qui est du coup égal à ce D, et qui se note PGCD de AB ou A chapeau B, ce qu'on lit bien sûr PGCD de A et de B du coup. Donc on va voir quelques propriétés sur le PGCD.
qui justifie en fait sa dénomination, plus grand commun diviseur. En fait, c'est un diviseur et c'est le plus grand qu'on puisse trouver, à la fois à la fois maximum pour la relation de divisibilité et maximum pour la relation d'ordre. Donc oui, en effet, il divise A, il divise B, et c'est le plus grand dans ce cas-là. Alors, en fait, du coup, c'est le maximum, comme vous le voyez écrit ici, hein, c'est le maximum pour la relation de divisibilité des n. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le appartenant à grand N ici, mais normalement ça marche aussi pour Z, tel que n divise A et n divise B soit bien le plus grand diviseur commun AA et B. Alors en effet, si on prend un n appartenant à Z qui divise A et qui divise B, en particulier pour tout, il divise toute combinaison linéaire de A et B, parce que n divise A, donc n divise AU, n divise B, donc n divise BV, et en particulier pour tout UV, il divise AU plus BV. Et en particulier, vu que le PGCD c'est le générateur de l'ensemble AZ plus BZ, hein, tel qu'on a écrit ici, c'est l'unique générateur de AZ plus BZ. AZ plus BZ c'est égal à DZ en fait. Et ben D il appartient à AZ plus BZ, et comme il appartient à Z plus BZ, il peut s'écrire à U plus BV, et du coup si N appartient à Z et qu'il divise A et qu'il divise B, alors N divise aussi le PGCD de A et de B. De plus, hein, bien sûr, le PGCD de A et de B, il appartient à cet ensemble de diviseurs, car en fait, A et B appartiennent tous deux à l'ensemble AZ plus BZ, hein, bien sûr. Bah, ce sont les générateurs de cet ensemble, donc ils y appartiennent. Hein. C'est le plus petit sous-groupe qui contiennent en fait A et B, le plus petit sous-groupe pour l'addition. Et du coup, ils appartiennent à AZ plus BZ, mais qui est égal aussi au PGCD de AB fois Z par la définition du PGCD. Donc vu qu'A et B, ils appartiennent à A PGCD de B fois Z, ce sont bien des diviseurs du PGCD, il appartient bien à l'ensemble, du coup le PGCD, et c'est bien un maximum pour la relation d'ordre. Ensuite, pour la relation de divisibilité, c'est aussi un maximum pour la relation d'ordre usuel, à condition qu'on se place dans le cas où A et B sont différents de 0. Tous les deux, en fait, sont différents du couple 0,0, on peut en avoir un nul. Tout ça, c'est pour avoir le PGCD qui, lui, est différent de 0. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce qu'en fait, 0, c'est un maximum pour la relation de divisibilité, dans le sens qu'il divise tout, alors que il n'est pas du tout maximum de quoi que ce soit pour la relation d'ordre. Donc, pourquoi ça se fait pour la relation d'ordre usuelle, hein? C'est bien, le PGCD, c'est bien le maximum des n appartenant encore à Z, des n tels que n divise A et divise B. En effet, c'est un maximum pour la relation de divisibilité. Or, si un nombre divise un autre, si x divise y, et que bien sûr on exclut le cas du 0, en particulier on a x qui est plus petit ou égal à y. Et du coup, vu qu'on a x divise y implique x plus petit ou égal à y, et que le PGCD, il était déjà maximum pour la relation de divisibilité, c'est aussi du coup un maximum pour la relation d'ordre usuel dans Z. Donc voilà cette définition du PGCD, ça va nous permettre de mettre en place un théorème qui s'est dit le théorème de Bézout. Le théorème de Bézout, c'est super utile en arithmétique. Hein. Dès qu'on va considérer des nombres premiers entre eux, c'est-à-dire dont le PGCD fait 1, on utilisera cette notion. Donc si on prend A et B, deux nombres entiers, on a l'équivalence suivante. Si le PGCD de A et de B c'est 1, donc s'ils sont premiers entre eux, on a ça si et seulement si on peut trouver U et V dans Z tel que 1 s'écrivent AU plus BV. Alors ça vient de la définition qu'on a donnée plus haut du PGCD. En effet, si le PGCD c'est 1, on a... Si le PGCD c'est 1, on a l'ensemble Z, c'est l'ensemble
PGCD de AB fois Z, vu que ça c'est 1, donc Z c'est 1Z, c'est cet ensemble-là. Mais l'ensemble PGCD de AB fois Z, par définition, c'est l'ensemble AZ plus BZ. Étant donné que 1 appartient à Z, 1 appartient du coup également à AZ plus BZ du fait des égalités ici, et que 1 appartienne à AZ plus BZ, ça veut justement dire que 1 puisse s'écrire AU plus BV avec U et V dans Z. Et réciproquement, si on prend U et V qui appartiennent à Z tel que AU plus BV soit égal à 1, là en fait on remonte l'égalité vue plus haut dans l'autre sens. En fait comme 1Z c'est inclus dans AZ plus BZ, et en effet si on peut écrire AU plus BV égale 1, si on prend AZ plus BZ, on peut écrire tout multiple de 1, parce que 1 génère Z. En fait, du coup, oui, voilà, par exemple, si on veut écrire 3 sous la forme AU plus BV, on peut. Il suffit de multiplier U par 3, V par 3, par exemple. Du coup, 1Z, c'est-à-dire tous les éléments de Z, ils sont inclus dans AZ plus BZ. On peut écrire tous les nombres de Z de cette façon-là. Bien sûr, c'est pas qu'une inclusion, en fait, c'est une égalité, parce que AZ plus BZ, c'est un sous-groupe de Z, donc il est également inclus dans Z. Et ainsi, AZ plus BZ, c'est Z. Mais AZ plus BZ, ça, par définition, c'est aussi PGCD de ABZ. Et donc PGCD de ABZ, c'est Z. C'est-à-dire les multiples du PGCD, c'est exactement les entiers. Si on a du coup, si on a un truc comme ça, en fait, c'est avoir APGCD BZ qui est Z, c'est-à-dire 1Z, en fait, c'est avoir APGCD de B qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que les deux nombres tels qu'ils font qu'on a cette égalité-là, c'est 1 et moins 1. Tous les nombres qui génèrent Z pour l'addition, qui permettent de construire tout Z, c'est 1 parce qu'on peut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, faire tous les entiers positifs. Puis ensuite, on prend le sous-groupe généré, donc il y a aussi moins 1 qui appartient au sous-groupe généré par 1 parce qu'il faut un opposé. Et du coup, ensuite, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et il y a le neutre parce que c'est 1 plus moins 1. Et du coup, ça génère bien Z. Et pareil, moins 1, c'est la même chose dans l'autre sens. Moins 1 génère 1, etc. Donc si on a PGCD de AB fois Z qui est égal à Z, en fait, ça veut dire PGCD de AB. Tout ça pour dire que c'est PGCD de AB qui est 1 ou moins 1. Donc bien sûr, le PGCD, on a dit que c'était l'unique générateur positif. Du coup, le PGCD de AB, ça ne peut être que 1. Donc voilà, ça c'était cette équivalence, c'est le théorème de Bézout. Là, on a pris le cas où le PGCD c'était 1. Alors ça marche, on n'a plus équivalence pour le cas où le PGCD c'est un autre nombre. Par exemple, si c'est 2, alors on a toujours l'implication de gauche vers la droite, mais l'implication de droite vers la gauche est un peu modifiée. En fait, si on écrit une version étendue du théorème de Bézout, elle se formule ainsi. Si on prend A et B dans Z, l'équivalence ça devient non plus si le PGCD c'est 1, mais si le PGCD divise un nombre D, alors on peut trouver AU plus BV, U et V dans Z, tel que AU plus BV égale D. Ça veut dire qu'en gros, tous les nombres qu'on peut écrire sous cette forme-là, AU plus BV, c'est les multiples du PGCD. Et on ne peut écrire que ceux-là ainsi. Alors, en effet, l'implication de gauche vers la droite, ça découle directement de la définition. Si le PGCD si un nombre est un multiple du PGCD de AB, comme le PGCD de AB il appartient à AZ plus BZ, le PGCD de AB il peut s'écrire, il appartient aussi à le PGCD de AB il appartient à A PGCD de BZ, il appartient à AZ plus BZ, il peut s'écrire AU plus BV, et donc tous ces multiples peuvent s'écrire AU' plus BV'. Si on a un multiple du PGCD, c'est qu'il s'écrit K fois le PGCD, et il suffit de multiplier par K quand on a le PGCD qui est égal à AU plus BV, un multiple du PGCD, si c'est D fois le PGCD, il s'écrit ADU plus BDV. Le nom D, le mot D est mal choisi parce que c'est pas le même D qu'au-dessus, si c'est K fois le PGCD plutôt. Si D c'est K fois le PGCD, je peux l'écrire AKU plus BKV. Ou AU plus BV égale 1, c'est ce qu'on a au-dessus avec le théorème de Bézout. Et réciproquement, si on prend U et V qui sont dans Z tels que AU plus BV, ça fait D. Comme on a AZ plus BZ qui est égal au PGCD de AB fois Z,
comme D s'écrit AU plus BV, il appartient à Z plus BZ, et donc il appartient aussi à A PGCD de B, Z. Et si un nombre D appartient à A PGCD de B, Z, c'est que c'est un multiple de A PGCD de PGCD, que le PGCD de AB, et donc c'est que le PGCD de AB divise ce D. Voilà pour la réciproque du théorème de Bézout. Donc le théorème de Bézout, super fréquent quand on a des nombres promis entre eux. Et du coup la réciproque, pas quand on a des nombres promis entre eux, mais quand on fait appel au PGCD de deux nombres, ça peut être intéressant d'utiliser cette relation, même si elle est un peu moins riche du fait que là on a cette divisibilité, alors qu'au-dessus on avait bien des égalités. Donc ce théorème de Bézout, il permet de mettre en place un autre théorème qui s'appelle le lemme de Gauss. Alors on l'appelle lemme parce qu'il permet, en fait c'est un résultat intermédiaire si on veut considérer le caractère factoriel de Z, c'est-à-dire le fait qu'il peut se décomposer en produit de facteurs premiers. En fait le lemme de Gauss il va permettre d'établir le lemme d'Euclide, et le lemme d'Euclide c'est le lemme de base de la décomposition en facteurs premiers. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle lemme, parce que dans la construction de ce qu'on va appeler notre théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire notre décomposition en facteurs premiers, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Toutefois, le lemme de Gauss, en fait, en exercice, on le trouve souvent. Il a beaucoup d'applications. Dès qu'on a des histoires de divisibilité avec des nombres promis entre eux, il rentre en jeu. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme un résultat important, même s'il s'appelle seulement lemme. Donc ce lemme de Gauss, c'est que si on prend A et B et C qui appartiennent à Z, et que si A divise BC, alors le PGCD de AB et que le PGCD de AB c'est 1, excusez-moi, donc si A divise BC et que le PGCD de AB c'est 1, on a A qui divise C. Alors ça, juste avant de le prouver, on va regarder un peu comment ça marche en se basant sur l'idée de décomposition en facteurs premiers qui, même si on ne l'a pas encore démontré, est assez intuitive, et on reviendra dessus après. Alors en effet, si je prends... je vais mettre du noir, ça sera plus pratique. Si je prends A qui divise BC. Alors si j'imagine de le prendre sous la forme d'une décomposition en facteurs premiers. La question c'est quel facteur j'ai dans A, et est-ce que tous mes facteurs de A, en fait, est-ce que tout A, entre guillemets, quand je le décompose en facteurs premiers, P1, P2, 3 petits points, est-ce que tout ça, en fait la question c'est est-ce qu'à la fin A divise C, est-ce que tout ça on le retrouve dans C? Est-ce qu'on retrouve P1, P2, 3 petits points dans C? Alors, a priori non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des P2, par exemple, hop là, imaginons que P2 il soit pas là, il soit dans B. Bah donc A a aucune raison de diviser C. Mais là, on a fixé en plus que le PGCD de A et de B, c'est 1. Donc, A et B n'ont aucun facteur en commun. Aucun facteur premier en commun. Et donc, vu qu'ils n'ont aucun facteur premier en commun, ça veut dire que tous les facteurs premiers de A, ils sont dans C. D'où A divise C. Voilà, voilà. Hop là, on gomme tout ça et on repasse au PDF. Donc, pour prouver ce lemme de Gauss, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème de Bézout, hein, c'en est une conséquence directe. Si je prends A et B, qui sont premiers entre eux, comme dans l'énoncé ci-dessus, je peux aussi prendre U et V dans Z tel que AU plus BV égale 1. Ça, c'est mon théorème de Bézout juste avant. Hein. Si A et B premiers entre eux, je peux prendre U et V dans Z tel que AU plus BV égale 1. Et là, j'applique le théorème de Bézout. On m'a dit le lemme de Gauss, c'est une conséquence du théorème de Bézout, donc je l'applique. Bon, ensuite on a A qui divise BC. Et ce qu'on aimerait bien à la sortie, c'est A divise C. Donc en fait, ce qu'on va essayer, c'est d'additionner des paquets de BC avec d'autres choses pour qu'à la sortie, ça fasse plus que C. Et en fait, on va utiliser cette relation pour ça. Donc cette relation-là, on voit qu'il y a un V, donc on multiplie par V. Si A divise BC, hein, bien sûr, A divise B, VC, parce que j'ai fait que multiplier par un entier de plus. Et là, il me manque la partie en AU. Comme je sais que A divise A, A divise AU aussi. Mais bon, là, j'ai envie d'avoir un C en plus quand même pour pouvoir tout factoriser. Donc A divise aussi AU fois C.
Donc quand A divise AU fois C et K divise BVC, je peux sommer les deux. A divise une somme de trucs qui le divisent, hein. Et donc A divise AUC plus BVC. Et AUC plus BVC, là je me suis arrangé pour que ça marche très bien. C'est AU plus BV le tout fois C. Et ça c'est C, puisqu'AU plus BV c'est 1. Et donc, vu qu'A a divisé ce gros truc là, qui est C, A divise C. Voilà. Donc ça c'était pour la preuve du lemme de Gauss qui est pas très compliqué, hein. Il faut juste savoir qu'on veut appliquer le théorème de Bézout au début, et ensuite se débrouiller, bidouiller un peu pour que ça marche. Ensuite, un corollaire du lemme de Gauss qu'on va présenter ici. Voilà, ça c'est une application directe du lemme de Gauss. On aurait pu éventuellement le démontrer avec le théorème de Bézout aussi, vu que le lemme de Gauss découle du théorème de Bézout. Ici, on le démontre avec le lemme de Gauss pour faire une première application de celui-ci, et parce que c'est aussi un truc qu'on peut rencontrer couramment, hein. Si on a B qui divise C et A qui divise C avec ABC des entiers, et que le PGCD de AB c'est 1, alors on peut prendre le produit de AB et voir que ça divise C. Alors ça, pareil, hein, on pourrait le décomposer en facteurs premiers, hein. Ce qui compte, c'est que A et B n'ont aucun facteur premier en commun. Donc les facteurs premiers de B qui étaient dans C sont pas ceux qui venaient de A dans C. Et du coup, B et A ne se volent pas, entre guillemets, des facteurs premiers. Je vous laisse le décomposer, vous allez voir, c'est assez intuitif si on regarde ça. L'idée, c'est que vu qu'ils sont premiers entre eux, ils sont pas en train de se voler des facteurs premiers de C entre eux. Et du coup, ils se partagent bien leur place tous les deux dans C, et ils divisent C, du coup. Voilà, alors en fait, ça, si on a juste à considérer au début que A divise C, hein, et A divise C, ça peut dire qu'on écrit C égale à K. On commence par là. Et comme C, B le divise, B divise AK. Donc là, on a utilisé les deux premiers critères. Mais B divise AK. Or, B et A, ils sont premiers entre eux. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit dans l'hypothèse. Et B et A sont premiers entre eux, B divise AK, c'est exactement mon lemme de Gauss. J'ai un truc qui divise un produit, et deux nombres premiers entre eux. B qui divise AK avec B et A, premiers entre eux. Ça veut dire que B divise K d'après le lemme de Gauss. Et ainsi, on peut prendre un K', désolé, là il y a un prime normalement. On peut prendre un K' tel que K, il s'écrit BK'. Comme K s'écrit BK' et que C c'est AK, C c'est ABK'. Et du coup, vu que C c'est ABK', AB divise C. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va voir un deuxième corollaire. Non, en fait, qui dépend plutôt du théorème de Bézout, mais c'est un peu toujours les mêmes types de propriétés. Donc pareil, on le montre avec le théorème de Bézout. Alors là, en essayant de le démontrer, j'avais oublié mon cahier, et du coup, je l'ai essayé de le démonter une première fois, puis finalement, je suis allé chercher mon cahier. Et en fait, du coup, en essayant de le démontrer, j'ai fait une autre méthode que celle que j'avais prévu de faire initialement. Donc voilà, vu que je l'ai trouvée intéressante, je vous présente les deux méthodes. Donc la première méthode, ça consiste à dire que vu que B et C sont premiers entre eux et A et C sont premiers entre eux, le premier truc que je fais, c'est j'applique le théorème de Bézout, parce que c'est souvent le cas quand deux nombres sont premiers entre eux. Donc, B et C sont premiers entre eux, et A et C sont premiers entre eux. A et C sont premiers entre eux, je peux trouver U et V tel qu'AU plus CV égale 1. B et C sont premiers entre eux, je peux trouver U2 et V2 tel que BU2 plus CV2 égale 1. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir un truc de la forme AB fois U3 plus C fois U3, V3 qui fait 1, pour encore pouvoir faire un théorème de Bézout et dire que du coup mes deux nombres sont premiers entre eux. Et ça, je vais le bidouiller en fait. Je vais le bidouiller en multipliant les deux égalités qui sont là. Parce que quand je multiplie, je vois que c'est cool, on a toujours du 1, et je vois que ça me crée un AB, un A fois B, quand ça va faire AU fois BU2. Donc si je prends AU plus CV fois BU2 plus CV2, quand je multiplie les deux premiers termes entre eux, ça fait ABUU2. Puis ensuite, CV fois... AU fois CV2. Dans quel ordre j'ai fait ça, moi? Non, CV fois BU2. Puis CV2 fois AU. Le C, à chaque fois, je l'ai factorisé. Puis CV fois CV2. Donc le premier, c'est là. Et puis CVV2. Et quand on l'écrit sous cette forme-là, on a un nombre AB fois U2 plus C fois tout un truc. Ça, c'est un truc de la forme AB
U3, hein, pour peu qu'on appelle U fois U2 U3. Et pour peu qu'on appelle ce machin-là V3, c'est AB U3 plus C V3 qui égale à 1. Et du coup, par le théorème de Bézout, ben, on a que le PGCD de AB et de C, c'est 1. Donc voilà, ça c'est si on a vu l'astuce qui disait qu'en multipliant les deux théorèmes de Bézout, on tombe sur le bon truc. Mais on peut faire autrement. Là, je vous présente une seconde méthode, voilà, pour varier un peu. En colle, si vous êtes en MPSI, ben, vous prendrez celle que vous voulez. La première, si on se rappelle qu'il faut multiplier, c'est super rapide de démontrer ça. Ça demande vraiment rien, il suffit juste de multiplier. Voilà. La deuxième, bon ben, c'est un peu plus quand on ne sait pas comment faut faire, quoi, qu'on n'a pas l'astuce et qu'on bidouille et que ça finit par marcher. Donc je pars déjà du fait que mon PGCD de B et C, c'est 1. Et là aussi, j'applique mon théorème de Bézout, je peux écrire BV plus CU égale 1. Et ensuite, je prends un nombre D qui divise AB et qui divise C. Ça, c'est un truc très fréquent quand on veut regarder les plus grands communs diviseurs. C'est on regarde les diviseurs déjà. On regarde les diviseurs et on regarde ce que ça fait. Donc si je suppose que D divise AB et D divise C, en particulier D il va diviser AB fois B, voilà, vous voyez que c'est un peu les mêmes trucs, hein. On multiplie par-ci par-là pour essayer d'obtenir des relations qu'on connaît, un peu comme quand on avait montré le théorème de Gauss tout à l'heure. Donc D divise AB fois B, et de D divise C, on déduit D divise ACU. Et en additionnant ces deux lignes, D divise ABV plus ACU. Et ABV plus ACU, c'est A fois BV plus CU. BV plus CU, hypothèse, c'est 1. On a pris U et V comme ça. Pas par hypothèse, en fait, par le fait que c'est promis, on a pu prendre U et V comme ça. Et donc, ABV plus CU, c'est A. Et ainsi, D divise A. On a dit que D divisait A, que D divisait C. Or, A et C sont promis entre eux, hein, donc en particulier leur PGCD c'est 1, donc D divise 1 et le PGCD c'est 1. Oui, en fait, si on a D qui divise A et D qui divise C, il divise en particulier le plus grand commun diviseur, hein, c'est sa définition. Tous les trucs qui divisent à la fois A et B le divisent. Donc D divise le PGCD, et le PGCD de A et C c'est 1. Ainsi, on a pris si on prend n'importe quel diviseur de AB et de C, à la fin D divise 1. Autrement dit, D c'est moins 1 ou 1. Donc en particulier, le plus grand commun diviseur, hein, le positif, c'est 1. Voilà, si vous trouvez que tous les diviseurs de deux nombres divisent 1, ça veut dire que le PGCD c'est toujours 1. Et voilà, on a obtenu que le PGCD de AB et de C, c'était 1. Donc voilà, j'ai mis un petit The End avec mon superbe accent anglais, mais en fait, on va pas s'arrêter là. Bah, pour ceux qui veulent pas, du moins, là c'est fini pour le cours, mais on va faire quelques petites applications. Donc rapidement, un premier point, c'est la notion de nombres premiers entre eux dans leur ensemble. En fait, j'ai défini des nombres premiers entre eux, mais si je prends A1, A2, 3 petits points, A3, je peux définir un PGCD de plusieurs nombres en fait. Alors en le prenant avec des parenthèses, hein, pas A3 là, hein, AP par exemple si on prend P nombre. Tu vois, quand on fait PGCD de A1, A2, A3, etc. En fait, ce qu'il faut juste faire, c'est mettre des parenthèses et exécuter les PGCD les uns à la suite des autres. Mais en fait, on peut voir, je vous laisse le prouver si ça vous intéresse, que quand on fait des PGCD avec plusieurs nombres, la relation elle est associative et donc en fait les parenthèses on n'en a rien à faire. Donc on va dire que des nombres A1, A2, 3 petits points jusqu'à AP, ils sont premiers entre eux dans leur ensemble si le PGCD de tous ces nombres là, je vais noter comme ça, donc je vais noter comme ça, hein, que je pourrais aussi noter avec plein de chapeaux mais c'est juste plus long. Si ça c'est 1, on dit que les nombres ils sont premiers entre eux, dans leur ensemble. Et en fait il y a une notion un peu plus intéressante, un peu plus forte en fait, qui est de dire que si pour tout I et J, alors les I et les J je les prends bien sûr dans un P, hein. Alors, je vais le préciser quand même, allez, on va faire les choses en beau. Donc pour tout IJ dans un P, si on a le PGCD de AI et de AJ qui fait 1, là on dit qu'ils sont premiers entre eux 2 à 2. Alors là, si je vous laisse, c'est un bon exercice de vérifier que s'ils sont premiers entre eux 2 à 2, alors ils sont premiers entre eux dans leur ensemble. En
fait, c'est pas très dur, hein, il suffit de l'écrire un peu sous cette forme-là et ça se fait très bien. Voilà, alors je le présente pas trop parce que ça intervient assez peu. Je connais peu d'exemples où ça y est, je trouve pas ça super intéressant personnellement. Je ferai peut-être une vidéo sur les triplets pythagoriciens et là ça t'y reviendra rapidement. Voilà, voilà. Donc, donc maintenant on va regarder un autre truc. On va faire ouais, une petite application du théorème de Bézout. On va étudier les inversibles d'un anneau que normalement vous connaissez bien parce que au moins minimum vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais normalement vous l'avez vu en cours pour ceux qui sont en MPSI. Hop là, les inversibles de l'anneau des classes d'équivalence modulo n munis de ces lois usuelles. Donc c'est les inversibles, bien sûr, c'est est-ce que j'ai un inverse pour fois. Et on va montrer que ces inversibles-là, ce sont exactement les nombres tels que les nombres x, tels que le PGCD de x et de n, ça soit 1. Alors ça c'est un petit exercice, hein. Si ça vous intéresse, je vous laisse le prouver. Et on est parti pour la correction. Donc supposons que x il soit inversible. Bon, je vais l'écrire juste... Ouais, non, bon, je vais l'écrire en entier. X il est inversible si et seulement si je peux prendre un x moins 1. Bon alors ouais, c'est... Quand... là en fait, les inversibles de z, n, z, c'est plutôt les classes d'équivalence avec des x comme ça dessus, et x c'est un représentant. Et là c'est si le représentant de x, le PGCD du représentant de x et de n, c'est 1. Donc voilà, x est inversible dans z, n, z. Si je peux trouver un x moins 1, tel que on est x fois x moins 1 qui fait la classe de 1. Soit qu'on ait bien sûr les représentants qui soient congrus à 1 modulo n. Voilà. Et être congru à 1 modulo n, bon, je remets pas les il existe à chaque fois, hein, parce que ça, après il s'accumule, c'est un peu pénible. Mais bien sûr, formellement, il faudrait les mettre. On est congru à 1 modulo n. Si je peux trouver un k, ouais, pareil, on va pas mettre dans quoi il est. Bien sûr, mon k il est dans n. Hein. Ils sont congrus à 1 modulo n si et seulement si xx moins 1 c'est égal à 1 plus nk, mais là je vais mettre moins nk, hein, quitte à changer par k par moins k. C'est qui s'écrit 1 plus nk ou 1 moins nk, ça change rien. Normalement la définition c'est avec un plus ici, mais avec un moins ça marche tout aussi bien. Éventuellement je peux mettre un 1 moins 1 plus k' n, et si je prends moins si je prends k égale moins k', ça me remplace par un moins. Voilà, donc on s'en moque. Et donc ça, j'ai juste à passer le k de l'autre côté. J'ai encore la flemme d'écrire mon il existe. C'est que xx moins 1 plus kn plus nk, on va l'écrire plutôt, égale 1. Et là, normalement, vous reconnaissez votre relation de Bézout. En fait, xx-1 plus nk égale 1, bah, x c'est a, hein, x-1 u, n c'est b, k c'est v, au plus bv égale 1, xx-1 plus nk égale 1, ça veut dire que x et n sont premiers entre eux.
Voilà. Donc si j'ai un nombre x qui est inversible dans n et z, ça veut dire que le PGCD d'un de ses représentants est de n, c'est 1. Donc voilà pour cet exemple. On va le réutiliser pour faire un résultat, un autre résultat en plus, hein. Ça c'est un résultat assez important déjà. Que deux éléments sont inversibles dans n et z si et seulement si leur PGCD c'est 1. Ensuite on va voir un truc en plus. Donc je vous laisse ça, hein. Ça c'est un résultat, enfin, c'est un premier résultat. Et on peut en déduire un deuxième point. C'est que si on a du coup si on a x, bah on va l'appeler a, tiens, plutôt. On va éviter de reprendre les mêmes variables. Si on a a, si on a PGCD de a et n c'est 1 avec bien sûr an dans z, alors ça implique que je peux trouver un cas, encore une fois dans z, on va le prendre dans n plutôt lui. Donc que je peux trouver un cas dans n tel que on ait a exposant k qui soit congru à 1 modulo n. Alors pourquoi on a ça? Parce que on a dit que x il était inversible si et seulement si, hein, c'était des équivalences que j'avais écrit avant. Le PGCD de x et de n c'est 1. Donc a, le PGCD de a et de n c'est 1, ça veut dire a inversible. Et a inversible, hein, ça veut dire que a il appartient, que la classe de a, hein, c'est la classe de a inversible, la classe de a elle appartient au sous-groupe multiplicatif qui est le sous-groupe des inversibles de z et z. Voilà, ça c'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe qui est fini, donc en particulier, hein, c'est une conséquence, c'est un peu une conséquence du théorème de Lagrange. C'est un sous-groupe qui est fini, on va appeler K son cardinal. Ouais, non, allez, on va faire ça joli, on va appeler phi n son cardinal. Le cardinal de ce machin-là. Alors phi, pour culture, c'est ce qu'on appelle la fonction indicatrice de l'air. Je vous laisserai faire des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Et donc ça, c'est le cardinal phi n. Et on a un élément a qui appartient. Donc en particulier le théorème de Lagrange, il nous dit, hein, dans les groupes finis, que si un nombre x est dans un groupe fini de cardinal, je sais pas, k, alors x exposant k, l'élément est d'ordre fini, et x exposant k en particulier, c'est 1. Donc là, on a a exposant phi n, qui égale au neutre de la multiplication. Voilà, mon élément a est d'ordre fini. Et en particulier, ben, mon élément a d'ordre fini, ben, ça veut dire que si mon élément a, il est d'ordre, ma classe de a est d'ordre fini, être égal à 1, ça veut dire, si la classe de a exposant un truc est égale à 1, ça veut dire bien sûr que a est congru, alors exposant phi n, est congru à 1 modulo n. Voilà. Alors ça, en fait finalement c'est un peu plus que l'énoncé de l'exercice, hein, parce qu'il y a ce petit phi n qui rentre en compte, qui est le cardinal du groupe. En fait, on aurait pu juste dire que ça c'était fini, et donc que l'élément A était d'ordre fini. Voilà. Là, c'en est un peu plus. En fait, c'est un cas même plus général du petit théorème de Fermat. Je crois que ça s'appelle le théorème d'Euclide, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Et enfin, rapidement, juste, on va juste évoquer la notion
de PPCM. Donc le PGCD, vous le rappelez, normalement euh, on l'a noté PGCD de AB, comme ça, c'était le générateur. Alors là, il se trouvait qu'il y en avait un unique, hein, l'unique générateur positif. Je vais mettre un truc qui dit que c'est à peu près ça. Parce que égal générateur, c'est très moche quand même écrit comme ça. Sa définition plutôt, c'est que c'est le générateur positif de AZ plus BZ qui est un groupe. Voilà. Et on sait normalement que l'intersection de deux sous-groupes d'un même groupe, deux sous-groupes par exemple de Z, est un sous-groupe de Z. Alors ça, je vous laisse le vérifier. C'est très important. Hein, si je prends H et G, ouais, on va l'appeler F plutôt. H et F, qui sont des sous-groupes. D'un groupe G. Alors, H intègre F, c'est un sous-groupe. C'est un exercice classique de théorie des groupes. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ne l'ait pas fait à un moment en télé. Attention, hein, par contre, H union F, hein, c'est pas du tout un sous-groupe. Et là, bah, je vous invite à essayer de trouver des contre-exemples. Voilà. Donc ça, c'est un bon exercice. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et du coup, en particulier, A, Z, qui est un sous-groupe de Z, inter BZ, ça c'est un sous-groupe aussi. Et vu que c'est un sous-groupe, je peux lui trouver un générateur. On a dit dans Z, tous les sous-groupes étaient générés par un élément, étaient de la forme dz. Hein. Du coup, c'est bien sûr pas le même D que dans la définition du. C'est juste que j'appelle ça D à chaque fois, mais dans la définition du plus grand commun diviseur, c'était pas le même, hein, bien entendu. Le générateur de A à Z inter BZ est bien entendu pas le même que celui de AZ plus BZ, ne serait-ce que parce que celui-là, AZ plus BZ, bien sûr, il est plus grand que AZ inter BZ. Hein. Là, on a enlevé des éléments à AZ et à BZ. Là, on a rajouté des éléments de AZ et de BZ. Hein. Là, l'union, par exemple, de AZ et de BZ est bien entendu inclus là-dedans. Ça, c'est l'intersection. Et du coup, en particulier, tous les éléments de cet ensemble sont dans celui-là. Donc, bien sûr, le générateur positif est ici plus grand. Et ce D-là, c'est ce qu'on va appeler notre plus petit multiple commun, donc PPCM, plus petit commun multiple, entre A et B. Et qu'on note également comme ça avec cette fois-ci notre signe qui est dans l'autre sens. C'est un peu les mêmes signes logiques que comme et ou je sais pas exactement pourquoi c'est ceux-là qui sont choisis, si ce n'est qu'ils sont simples, faciles à utiliser quoi. C'est assez rapide de tracer un petit V. Et c'est comme ça qu'on définit notre plus petit commun diviseur. Alors là, pareil, hein, c'est un petit exercice. Je vous laisserai vous interroger sur pourquoi ça c'est un plus petit commun, plus petit commun multiple, pas diviseur. Pourquoi ça c'est un plus petit commun multiple. Donc d'abord vous vérifiez qu'il est plus petit pour la relation de divisibilité, ça va vous permettre de l'établir pour la relation d'ordre. Normalement ce n'est pas très dur. Donc voilà, là on peut retourner sur le joli petit The End. Salut YouTube, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.